Dans des séquences vidéo précédentes, nous avons abordé la notion de structure de contrôle. Nous avons vu qu'il s'agissait d'instructions particulières qui permettent d'exécuter des traitements en fonction de conditions ou qui permettent de répéter des traitements. Nous allons aujourd'hui continuer sur cette lancée et aborder une nouvelle façon de répéter des traitements que l'on appelle les boucles conditionnelles. Lorsque dans un programme on souhaite répéter une séquence de traitement et si le nombre de répétitions à exécuter est connu a priori, c'est-à-dire avant même d'entrer dans la boucle, nous avons vu qu'il était possible de recourir aux boucles for, la notion d'itération. Il existe cependant des situations où l'on ne sait pas a priori combien de fois on veut répéter le traitement. Typiquement, on va pouvoir être amené à répéter un traitement tant qu'une condition est vérifiée, et on ne sait pas alors combien de répétitions vont être nécessaires jusqu'à ce que la condition cesse d'être vérifiée. Dans ce cas, il faut avoir recours à d'autres types de structures de contrôle, ce que l'on appelle les boucles conditionnelles, c'est-à-dire des répétitions dont l'arrêt va dépendre d'une condition, et plus précisément, cela va prendre la forme en Java de boucles de type do while ou while qui vont nous occuper dans la séquence d'aujourd'hui. Pour illustrer notre propos, reprenons notre petit exemple de calcul de la moyenne d'un certain nombre de notes. Nous ne savons pas a priori de combien de notes nous voulons calculer la moyenne, et donc nous commençons par le demander à l'utilisateur au travers d'une interaction clavier. Une fois le nombre de notes voulu saisi, et si ce nombre de notes est strictement positif, nous entamons alors un traitement répétitif, une boucle for, qui va permettre de saisir toutes ces notes via toujours une interaction clavier, et d'intégrer la note nouvellement saisie à la somme afin d'en calculer la moyenne plus tard. Une fois le nombre de notes atteint, lorsque nous avons saisi toutes les notes, nous sortons de la boucle for et nous calculons la moyenne des notes et nous l'affichons. Si l'on observe cet exemple d'un peu plus près, il peut sembler peu naturel de permettre à l'utilisateur de saisir un nombre de notes qui soit 0. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc la question que nous nous posons naturellement est la suivante: comment forcer l'utilisateur, le contraindre à fournir un nombre de notes supérieur à 0? L'idée sous-jacente ici serait donc de répéter ces traitements jusqu'à ce que l'utilisateur consente à introduire un nombre de notes qui soit strictement positif. La solution pour répéter ces deux lignes d'instruction tant que l'utilisateur n'a pas introduit un nombre de notes strictement positif est d'avoir recours à une instruction particulière, une boucle conditionnelle de type do while. Alors comment se rédige ce genre de structure de contrôle? Nous avons le mot réservé do qui veut dire répéter, le mot while qui veut dire tant que. Que veut-on répéter? Eh bien, nous voulons répéter la réalisation, l'exécution de ces deux instructions qui se trouvent entre ces deux accolades. Et nous voulons répéter ce traitement tant que cette condition est vraie. Donc, si l'on imagine que l'utilisateur saisisse ici un nombre de notes qui soit inférieur ou égal à 0, eh bien, l'évaluation de cette condition va retourner true, vrai, ce qui voudra dire qu'on continue à répéter les traitements et donc nous allons repartir sur un nouveau cycle d'exécution de la boucle. Examinons pas à pas comment se déroulerait l'exécution d'une telle instruction do while. Donc ici, nous commençons par déclarer une variable qui contient le nombre de notes à saisir, et ensuite nous abordons directement l'exécution de notre instruction do while. Ici, rien de particulier, on va directement entamer l'exécution de ce que l'on appelle le corps de la boucle, c'est-à-dire les instructions que l'on est censé pouvoir répéter si nécessaire. Donc ici, on va demander à notre utilisateur de saisir le nombre de notes, et imaginons dans le cas présent que l'utilisateur saisisse 0. Nous abordons donc ici cette ligne où il va être question d'évaluer la condition de sortie de la boucle. Ici, comme le nombre de notes est égal à 0, cette condition va être évaluée à true, ce qui veut dire que l'on va itérer à nouveau, on va répéter le traitement. Nous entamons alors une seconde itération de la boucle, nous demandons à nouveau à l'utilisateur de saisir un nombre de notes, et imaginons que notre utilisateur, cette fois-ci, saisisse un -1. Nous abordons à nouveau l'instruction où il faudra évaluer la condition de sortie. À nouveau, comme le nombre de notes est inférieur ou égal à 0, elle sera évaluée à true, et à nouveau, donc, nous allons répéter le traitement. À la troisième itération de la boucle, nous continuons à demander un nombre de notes à notre utilisateur qui, de guerre lasse, va finir par comprendre ce qu'on lui demande et donner un nombre de notes strictement positif. Lorsque nous abordons l'instruction où il va être nécessaire d'évaluer la condition de sortie, cette fois, l'évaluation de la condition de sortie va retourner false, puisque le nombre de notes est strictement positif.
Dans ce cas-là, nous cessons d'itérer et nous allons donc sortir de notre boucle do while, ce qui veut dire concrètement que nous allons poursuivre l'exécution des traitements après la fin de l'exécution de la boucle do while signalée par ce point-virgule, et donc entamer ici l'exécution d'éventuels traitements qui se trouveraient après la boucle do while. Nous voyons dans le cas de cet exemple qu'il n'est pas possible d'anticiper le nombre de fois, le nombre d'itérations à exécuter avant de pouvoir sortir de la boucle. En effet, le nombre de répétitions vont dépendre de la volonté de l'utilisateur que l'on ne peut pas anticiper ici. Une boucle for n'aurait donc pas été adaptée au traitement que l'on veut mettre en œuvre dans le cas présent. Un peu plus formellement maintenant, la syntaxe de l'instruction do while en Java. Vous avez donc les mots réservés do et while qui encadrent ce que l'on appelle le corps de la boucle, un bloc d'instructions que l'on va pouvoir répéter, lequel se trouve entre deux accolades ouvrantes et fermantes. Suivant le mot réservé while, il y a la condition de continuation de la boucle. Nous allons répéter le corps, l'exécution du corps de la boucle, tant que cette condition est évaluée à true. En Java, tout comme pour l'instruction if, les parenthèses autour de la condition sont des éléments de syntaxe obligatoires et vous devez clore votre instruction do while par le fameux petit point-virgule à la fin de l'instruction. Tout comme pour l'instruction if, la condition d'arrêt de la boucle peut se formuler de façon relativement sophistiquée, notamment en ayant recours aux opérateurs logiques. Par exemple, on peut imaginer que l'on va répéter les traitements tant qu'une variable x a la même valeur que y plus z et que z est différent de 0 ou que y est inférieur à 3, et ainsi de suite. Donc nous voyons que nous pouvons formuler des conditions aussi sophistiquées que nous le souhaitons, en ayant recours aux opérateurs logiques notamment. Une observation importante à faire à propos de la boucle do while est que son corps est toujours exécuté au moins une fois. En effet, dans notre petit exemple pas à pas de tout à l'heure, nous avons vu que lorsque nous abordons l'exécution d'une instruction do while, nous rentrons directement dans le corps de la boucle, ce qui veut dire que nous allons exécuter la toute première fois que nous entrons dans la boucle le bloc d'instruction. Ensuite, tout va dépendre de l'évaluation de la condition. Le bloc d'instruction ne sera exécuté qu'une seule fois si à la première itération, l'évaluation de la condition retourne false. Dans ce cas-là, effectivement, nous allons sortir de la boucle do while et continuer les traitements après, mais entre-temps, nous aurons au moins une fois exécuté le bloc d'instruction. Ceci constitue une caractéristique importante de la boucle conditionnelle de type do while. Une dernière observation que l'on peut faire à propos de la boucle do while est que si la condition est formulée de sorte à ce qu'elle ne devienne jamais fausse, eh bien le corps de la boucle va être répété indéfiniment. Donc il est important d'être rigoureux, attentif à la façon de formuler la condition, de sorte à pouvoir sortir de la boucle au moment voulu. La boucle do while que nous venons de voir est une boucle conditionnelle dont l'évaluation de la condition de sortie se fait a posteriori. On a au moins une fois exécuté le corps de la boucle avant de savoir s'il faut arrêter les traitements ou les répéter. Dans certaines situations, il est nécessaire de pouvoir tester la condition d'arrêt a priori, avant même d'avoir exécuté une seule fois le corps de la boucle. Dans ce cas-là, il faut avoir recours à une variante de la boucle do while, la boucle while que nous allons voir maintenant. Si l'on veut décrire une boucle while en Java, on a recours à la syntaxe suivante. Donc on utilise le mot réservé while, suivi immédiatement de la condition de continuation de la boucle. Ensuite, entre une paire d'accolades ouvrantes et fermantes, il y a toujours le corps de la boucle, le bloc d'instruction que l'on souhaite répéter. Le principe de fonctionnement est analogue à celui d'une boucle do while. On répète les traitements tant que l'évaluation de cette condition retourne true. La différence avec la boucle do while est que l'on va évaluer la condition de sortie au moment même où on aborde l'exécution de l'instruction while. Si cette condition est d'emblée évaluée à false, on n'exécutera jamais le bloc d'instruction. Donc illustrons maintenant sur deux petits exemples basiques la différence fondamentale entre une boucle do while et une boucle while. Nous avons ici affaire à deux boucles très similaires, dont la condition de continuation dépend dans les deux cas d'une variable i, initialisée dans les deux cas à la valeur 100. Commençons par examiner ce qui se passe dans le cas de la boucle do while. Lorsque nous abordons l'exécution de cette ligne, rien ne nous empêche d'entrer directement dans le corps de la boucle, et à ce moment-là, le message bonjour sera affiché sur le terminal. Nous abordons ensuite l'exécution de cette ligne, où la condition de continuation de la boucle est évaluée. Comme i vaut 100, évidemment, cette condition est évaluée à false, et dans ce cas-là, nous allons immédiatement sortir de la boucle et éventuellement continuer l'exécution des instructions qui suivraient le do while. Entre-temps, le message bonjour aura été affiché. Situation analogue, mais cette fois avec une boucle while, lorsque nous abordons l'exécution de cette ligne, nous allons d'emblée évaluer la condition de continuation, qui, comme dans le premier cas,
est évaluée à false. Donc vous noterez que dans les deux cas, la condition de continuation de la boucle est évaluée à false. Ici, puisque la condition est fausse, nous n'allons pas du tout entrer dans le corps de la boucle et continuer l'exécution après le corps de la boucle while. Ce qui signifie que dans ce cas, la boucle n'affichera rien. Donc vous voyez qu'on a affaire à deux boucles très similaires, dont l'une, dans un cas, affichera bonjour et l'autre n'affichera rien. Les erreurs les plus communes relatives aux boucles conditionnelles sont sans doute liées à la formulation de la condition d'arrêt. La condition d'arrêt est mal formulée et l'on ne sort par exemple jamais de la boucle, ou on en sort trop tôt, on n'exécute jamais la boucle alors qu'on souhaiterait le faire, ce genre d'erreur. Il existe cependant une erreur syntaxique commune de base que je vais décrire maintenant et dans laquelle on tombe assez souvent si l'on débute avec l'écriture des boucles de type while et do while. Alors l'erreur est la suivante, imaginez qu'à la fin de la condition d'une boucle while, je tape par inadvertance un point-virgule. Cette erreur est d'autant plus facile à commettre qu'il y a un point-virgule à la fin d'un do while, à la fin de la condition d'un do while, mais ce point-virgule est là pour clore toute l'instruction do while. Il n'a pas vraiment sa place ici, puisqu'après la condition du while, nous nous attendons à trouver un corps qui fait quelque chose. Ici, vraisemblablement, nous voulions mettre dans le corps le plus i. Or, ce qui va se passer est la chose suivante. Donc, au moment où j'exécute l'instruction while, tout se passe comme si j'avais un corps qui contient une instruction unique qui est vide. Donc, imaginons que j'ai au préalable initialisé mon i à une valeur inférieure à 10, par exemple 1. Comme ici, le +i est à l'extérieur, rien à l'intérieur du corps de la boucle ne va permettre de faire évoluer le i de sorte à lui faire atteindre une valeur qui lui permette de sortir de la boucle. Et du coup, le problème est que l'on va cycler indéfiniment dans cette boucle while, ce qui peut être un comportement un peu déconcertant lorsque l'on débute. Donc soyez attentifs à ce genre de petits détails pour ne pas tomber dans ce piège lorsqu'on débute avec la programmation des boucles while et do while. Vous connaissez désormais plusieurs façons d'exécuter des traitements de façon répétitive, la boucle for, la boucle do while, la boucle while, et la question va se poser de savoir comment choisir entre l'une ou l'autre des formes. En fait, le choix entre l'une ou l'autre des formes relève de principes relativement simples, ce que nous allons voir maintenant. Comme nous l'avons vu dans l'introduction de cette séquence, lorsque je connais mon nombre d'itérations a priori, le choix va naturellement se porter sur une boucle for. Imaginez par exemple que je souhaite calculer la moyenne des notes de tous les étudiants suivant ce cours. Le nombre d'étudiants suivant ce cours est connu a priori, c'est lui qui va constituer mon nombre d'itérations, et donc naturellement, je vais porter mon choix sur une boucle for. Si je ne connais pas mon nombre d'itérations, alors le choix va se porter sur une instruction, une boucle conditionnelle de type while ou do while. Alors, quand les instructions doivent être effectuées au moins une fois, comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous allons typiquement utiliser plutôt une boucle do while. Alors, dans quelle situation ça a lieu? Typiquement, un exemple très fréquent est celui de l'interaction avec l'utilisateur. J'ai besoin de demander une valeur à l'utilisateur et cette valeur doit répondre à certains critères. J'ai besoin que l'utilisateur introduise au moins une fois cette valeur avant de pouvoir tester si les critères sont rencontrés, si la condition est satisfaite ou non. Et dans ce cas-là, je vais très naturellement porter mon choix sur une boucle do while. Dans toutes les autres situations, si je n'exécute le traitement que dans le cas où la condition est vérifiée, eh bien, j'ai recours à une boucle while avec évaluation de la condition a priori. Examinons maintenant comment il est possible d'étoffer un petit peu notre exemple introductif en améliorant un peu ses fonctionnalités. Par exemple ici, si l'utilisateur introduit un nombre négatif ou nul, nous aimerions bien pouvoir lui afficher un message lui signifiant que ce n'est pas ce que le programme attend. Donc par exemple, si l'utilisateur introduit -2, on aimerait pouvoir afficher « il faut entrer un nombre supérieur à 0 ». Ça éviterait l'entêtement qu'on a vu dans le déroulement pas à pas où l'utilisateur introduit plusieurs fois des valeurs qui ne sont pas souhaitées. Donc comment procéder dans le cas présent? Alors ici, très clairement, ce message doit être affiché autant de fois que l'utilisateur introduit un nombre non voulu, c'est-à-dire potentiellement autant de fois qu'il saisit une valeur. Donc, il est assez naturel de penser tout de suite à placer les instructions en charge d'afficher ce message à l'intérieur du corps de la boucle. Donc typiquement, nous allons procéder comme suit. Nous allons enrichir le corps de la boucle de nouvelles instructions. Donc une fois que l'utilisateur a saisi le nombre de notes, nous allons tester si ce nombre de notes correspond aux critères souhaités. Et si cela n'est pas le cas, il faudra afficher le message que nous voulons transmettre à l'utilisateur. Une difficulté courante lorsque l'on commence à écrire des boucles while et do while est sur comment formuler la condition d'arrêt de la boucle de façon adéquate. Nous allons examiner sur quelques exemples simples comment procéder.
Toujours dans notre exemple de saisie d'un nombre de notes, nous imposions jusqu'ici à l'utilisateur qu'il introduise un nombre supérieur à 0 et nous souhaitons maintenant faire en sorte que ce nombre aussi ne dépasse pas 10 notes. Donc nous ne voulons pas qu'il introduise un nombre plus grand que 10. Donc nous allons nous intéresser ici à comment trouver cette nouvelle condition. Le plus facile pour formuler la condition est sans doute d'essayer de l'exprimer en langue naturelle. Que veut-on ici exactement? Nous voulons répéter les traitements, donc qui demandent à l'utilisateur d'introduire un nombre de notes, tant que ce nombre de notes est incorrect. Or ici, quand ce nombre est-il incorrect? Il peut l'être dans deux situations. Soit que l'utilisateur a introduit quelque chose qui ne satisfait pas ce premier critère, soit qu'il a introduit un nombre de notes qui ne satisfait pas ce second critère. Donc, nous nous trouvons dans la situation où le nombre de notes introduit est incorrect. Dans le cas où l'utilisateur a introduit quelque chose qui est inférieur ou égal à 0, ou qu'il a introduit quelque chose qui est supérieur à 10. Et ceci peut très naturellement se transcrire en Java. Donc nous allons reprendre notre première phrase ici. S'il est inférieur ou égal à 0, c'est exactement ce que nous formulons là. Ou, nous trouvons notre ou ici. S'il est supérieur à 10, c'est ce que nous formulons ici. Donc nous voyons ici que le passage d'une formulation en langue naturelle en Java peut se faire de façon très naturelle une fois qu'on a clairement en tête ce que l'on veut tester. Dans le même esprit, imaginons maintenant qu'on souhaite écrire un petit programme qui a pour but de faire deviner un nombre inconnu à un utilisateur. Donc ici, pour simplifier la chose, nous allons partir de l'idée qu'il doit deviner le nombre 5. Donc l'idée est de répéter la saisie du nombre tant que l'utilisateur n'a pas trouvé le nombre à deviner. Donc la question que nous posons toujours est comment formuler la condition. Alors comme nous avons fait dans l'exemple précédent, nous allons commencer par le formuler en langue naturelle. La boucle doit être répétée tant que l'utilisateur n'a pas trouvé le nombre à deviner. Concrètement, tant que le nombre qu'il a entré est différent du nombre à deviner. Transcrivons maintenant cette formulation en langage courant en Java. Tant que le nombre entré est différent du nombre à deviner, s'écrit en Java comme ceci. Encore un exemple où le passage de la formulation en langue courante à Java se fait de façon tout à fait naturelle. Sophistiquons maintenant un peu ce même exemple. Imaginons que l'on souhaite toujours faire deviner un nombre à l'utilisateur, mais qu'on souhaite lui donner un nombre limité d'essais. Donc s'il n'a pas trouvé au bout de tant de tentatives, on arrête, on lui dit qu'il a perdu. Donc comment modifier la condition pour, par exemple, que la boucle s'arrête si l'utilisateur dépasse 3 tentatives? Comment formuler cette condition? Alors ici, l'idée est d'avoir recours à naturellement un compteur d'essais. Nous allons compter le nombre de tentatives. Ce compteur va s'incrémenter à chaque itération de la boucle. Et donc, nous allons essayer de formuler la condition aussi dépendamment de ce compteur. Toujours le même principe, on essaye de formuler cette condition en langue naturelle. On veut répéter le traitement tant que l'utilisateur n'a pas trouvé le nombre à deviner et qu'il lui reste des essais. Donc, on affine un petit peu la description. Donc, en clair, que veut dire cette condition? On itère, on répète les traitements tant que le nombre entré est différent du nombre à deviner et que le nombre d'essais est inférieur à 3. Donc, si j'essaye de transcrire en Java, la transcription se fait de façon toujours aussi naturelle. Donc ici, ma première condition, tant que le nombre entré est différent du nombre à deviner, va s'écrire tout simplement comme ceci. Mon « est » va s'écrire comme ceci, et la seconde condition va pouvoir être rédigée sous cette forme-là en Java. Notre utilisateur a désormais deux façons possibles de sortir de la boucle. Il peut sortir de la boucle parce qu'il a trouvé le nombre à deviner. Le nombre entré est à la même valeur que le nombre à deviner. Dans ce cas-ci, l'évaluation de cette condition va retourner false. Comme l'expression globale implique un « et », et qu'il suffit qu'un des arguments du « et » soit faux pour que l'ensemble de l'expression retourne false, eh bien on va sortir à ce moment-là de la boucle. Autre condition de sortie possible, l'utilisateur a effectué un nombre d'essais pour deviner le nombre qui va dépasser ou devenir égal à 3. Donc on aimerait bien maintenant sophistiquer un petit peu le programme en lui indiquant pour quelle raison il est sorti de cette boucle. Est-il sorti parce qu'il a trouvé le nombre? Dans ce cas-là, on veut lui signifier qu'il a gagné. Ou est-il sorti en état d'échec? Il n'a pas trouvé le nombre en ayant dépassé le nombre de tentatives permises. Donc clairement, ce n'est qu'une fois qu'on est sorti de la boucle qu'on peut essayer de voir pourquoi on en est sorti. Donc on va placer l'instruction qui teste pourquoi on est sorti de la boucle après la fin de la boucle while, do while. Donc ici, on va simplement tester, est-on sorti de la boucle
alors qu'on a trouvé le nombre à deviner. Dans ce cas-là, on peut signifier à l'utilisateur qu'il a bel et bien trouvé. Et bien dans l'autre cas, il faudra lui dire simplement qu'il a perdu. Notez ici que nous avons à 2 reprises l'évaluation de la même condition. Est-ce qu'on a trouvé le nombre ou est-ce qu'on ne l'a pas trouvé? Dans 2 situations différentes, une fois dans le if et une fois dans le while. Il aurait été judicieux, en guise de bonne pratique, de regrouper ces 2 conditions en une seule variable. Par exemple ici, je pourrais déclarer une variable booléenne trouvée, initialisée à l'origine à false. À l'intérieur de la boucle, donner pour valeur à la variable la valeur nombre entré est le même que le nombre à deviner. Et à ce moment-là, je peux remplacer cette condition-là simplement par la variable note trouvée. Tant que l'on n'a pas trouvé et que le nombre d'essais est inférieur à 3, on continue à boucler. De même, on pourrait remplacer ici cette condition par l'évaluation de if trouvé. Et à ce moment-là, on établit un lien entre 2 conditions qui sont les mêmes, alors qu'à l'origine, ce lien n'existait pas, ce qui est moins bon. Alors, il faut être attentif à la façon de formuler ces tests. On peut les formuler de façon maladroite et rencontrer donc des erreurs d'exécution. Ici, par exemple, imaginez que pour tester qu'on a bien deviné le nombre, on teste que l'on n'a pas dépassé le nombre d'essais de cette façon-là. Eh bien, ce qui va se passer ici, c'est que le cas où l'utilisateur a trouvé le nombre au bout de 3 tentatives va simplement désormais passer pour un échec, puisque cette condition-ci ne va pas être vérifiée, alors qu'on a quand même trouvé le nombre au bout de la 3e tentative, et donc on va signifier à l'utilisateur qu'il a perdu, alors qu'en réalité, il a fini par trouver. Donc ceci est pour dire qu'il est important de bien réfléchir à comment formuler la condition, et le fait de la formuler de façon explicite, comme tout à l'heure, par rapport au nombre à deviner, permet d'éviter l'écueil que nous venons de décrire dans l'exemple précédent.